Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ceux qui me suivent déjà le savent, dès que l'on décide de s'aventurer sous terre, la mort commence à nous observer de très près, surtout lorsqu'on y va seul. Aujourd'hui, on va revoir en une seule vidéo certains des cas les plus terrifiants que j'ai déjà racontés ici sur la chaîne. Dans le comté de Perry, au Missouri, Don Beetle roulait sur des chemins de terre détrempés en direction d'un trou prometteur près de Mystery Cave. Ce samedi 9 janvier 1993, la région avait été frappée par de fortes pluies la semaine précédente, saturant le sol mince qui recouvrait le vaste réseau calcaire du coin. Arrivé à la lisière de la forêt, Don gara sa voiture et sortit son équipement. Lampe frontale avec une de secours, outils pour creuser, bouteille d'eau et un thermos de café brûlant. La température tournait autour de 3 degrés, pas de quoi geler instantanément mais largement assez pour aspirer la chaleur de vêtements mouillés. Il portait une combinaison imperméable par-dessus des sous-vêtements thermiques, l'essentiel pour toute exploration souterraine en hiver. Il marcha environ 400 mètres, sans se douter que cette journée allait devenir l'une des pires expériences de sa vie. Le trou n'avait rien d'impressionnant comparé aux autres du secteur. Il faisait environ 1,80 m de large, 3,70 m de long et à peu près autant en profondeur. Les côtés se resserraient en tombant presque à pic, et dans ses parties les plus larges, le sol donnait l'impression de pouvoir s'effondrer à tout moment. Ce qui le rendait particulier, c'était la petite ouverture que Don avait repérée quelques jours plus tôt au fond. Peut-être l'entrée d'une nouvelle grotte. Le comté de Perry était déjà réputé pour abriter plus de 700 grottes répertoriées, certaines parmi les plus grandes des États-Unis, et chaque nouvelle découverte était accueillie avec enthousiasme par la communauté. Mais à midi, la déception tomba d'un coup. La pluie avait anéanti tout son travail précédent. L'entrée qu'il avait dégagée s'était rebouchée et l'endroit n'était plus qu'un amas de boue. Malgré tout, Don ne renonça pas. À l'aide de ses outils, il se mit à retirer patiemment la glaise détrempée et les morceaux de calcaire qu'il empilait sur les parois inclinées du trou. Il répéta ce manège pendant près de 3 heures. Sans le savoir, il se rapprochait d'une catastrophe. Vous vous doutez peut-être déjà de la suite, mais je vous assure que c'est encore pire que ce que vous imaginez. Vers 15 heures, alors qu'il examinait l'ouverture, le drame se produisit. Le poids de la boue et des pierres qu'il avait accumulées céda soudain, s'écroulant en une coulée dense qui l'engloutit jusqu'à la taille en quelques secondes. C'est là que Don comprit qu'il était piégé. Gardant son calme, il essaya de se libérer en creusant autour de ses jambes. À 5 reprises, il réussit à dégager un peu d'espace. Mais la glaise se reformait aussitôt et le coinçait encore plus. Chaque mouvement semblait aggraver son sort. Le sol se resserrait autour de lui. Et le vrai problème, ce n'était même pas d'être coincé. Beaucoup des histoires de ce genre concernent des gens bloqués dans des boyaux étroits, mais Don, lui, était dans un espace relativement ouvert. Ce qui changeait tout, c'était la pluie. Entre 17 et 18 heures, la situation empirait. La pluie reprit régulière et lourde, remplissant le trou petit à petit. Le niveau montait d'environ 2,5 cm tous les quarts d'heure. On comprend vite que sa tête risquait de disparaître sous l'eau. En plus, le froid devenait insupportable. À 19 heures, l'eau lui arrivait à la taille et ses sous-vêtements thermiques, qui l'avaient protégé au début, accélérait désormais sa perte de chaleur. À une 50aine de kilomètres de là, son épouse commençait à s'inquiéter. Don était toujours ponctuel et avait promis de rentrer à 19 heures. À 20 heures, sans nouvelles et avec son téléphone muet, le réseau étant quasiment inexistant dans cette zone, elle décida d'agir. Elle appela d'abord un restaurant fréquenté par les spéléologues, espérant qu'il ait signé le registre des visiteurs. Rien. À 21h15, l'inquiétude s'était transformée en angoisse. C'est justement cette angoisse qui allait tout changer. Elle contacta 2 spéléologues expérimentés, Steve Taylor et Jean Krejka. Tous deux saisirent immédiatement la gravité de la situation. En moins de 20 minutes, ils étaient équipés et déjà en route, guidés par les indications précises de l'épouse de Don vers la zone de fouille. Pendant ce temps, dans ce trou, Don luttait contre l'évidence qu'il risquait de ne pas survivre. L'eau était montée jusqu'à sa poitrine et ses membres devenaient engourdis, signe inquiétant d'hypothermie. À 22h30, l'équipe de secours atteignit la lisière de la forêt et trouva rapidement la voiture de Don, ce qui confirma qu'il était toujours dans le secteur. Armés de lampes puissantes et affrontant une pluie battante, ils s'engagèrent dans les bois. Guidés par la mémoire et l'instinct de son épouse, ils progressèrent dans un terrain jonché de creux et de failles. Ils marchèrent encore et encore, sans rien trouver, jusqu'à ce qu'un cri déchirant se fasse entendre au milieu de la nuit.
Si vous appréciez l'histoire jusqu'ici, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide énormément à continuer de vous raconter ce genre de récit. À 23h, les faisceaux de leur lampe finirent par révéler la scène. Don Beetle, après 8 heures coincé, était désormais immergé jusqu'au cou dans une eau boueuse. Ses bras restaient libres, mais tout le reste de son corps était prisonnier. Même dans cet état critique, Don avait encore un peu de conscience. Plus tard, Steve Taylor raconta qu'il avait reconnu ses sauveteurs, bien qu'il soit persuadé qu'il n'y avait plus d'issue. Sa température corporelle avait sans doute chuté aux alentours de 33 degrés, ce qui est extrêmement bas. À ce stade, le cœur peut entrer en arythmie mortelle. 2 des secouristes repartirent en courant vers la voiture, chercher du matériel, tandis qu'un autre resta auprès de lui. Le trou s'était transformé en véritable cauchemar. 3,70 mètres de profondeur, des parois raides et glissantes à cause de la pluie et de la boue, et le fond envahi par une eau qui montait jusqu'au menton de Don. Lorsque l'équipement arriva, ils installèrent une échelle de corde pour accéder plus facilement à l'intérieur, puis mirent en place un système de poulies en Z fixé à un chêne robuste. Ils passèrent des sangles sous ses bras et tentèrent de le hisser. Même avec une force triplée grâce au dispositif, Don restait coincé. Il n'était plus seul, ce qui devait être un soulagement énorme, mais le problème demeurait, le poids monstrueux de la boue sur lui. On n'y pense pas toujours, mais la masse de cette boue saturée pouvait dépasser de 170 kilos à ce moment-là. Avec l'eau qui continuait de monter, l'un des explorateurs partit jusqu'à la station-service la plus proche pour prévenir le Perryville Volunteer Fire Department. Vers minuit, les pompiers commencèrent à arriver avec davantage d'équipement, mais ils comprirent vite la complexité du sauvetage. Ils avaient apporté une pompe, mais l'utiliser représentait un risque mortel. Les gaz d'échappement pouvaient s'accumuler dans l'espace confiné et intoxiquer tout le monde. Alors ils improvisèrent une méthode plus rustique mais efficace. Des seaux, des dizaines de seaux, passés de main en main en formant une chaîne humaine. Chaque récipient contenait environ 4 litres d'eau, soit 4 kilos, ce qui rendait la tâche épuisante. Pendant ce temps, des poches chauffantes chimiques étaient pressées contre le cou et le torse de Don pour tenter de limiter la baisse de sa température. Vers 2 heures du matin, après des heures à écoper sans répit, le niveau d'eau avait redescendu jusqu'à sa poitrine, permettant au sauveteur d'atteindre plus facilement la boue qui emprisonnait ses jambes. Travaillant dans une eau glaciale proche de 0 degré, ils enlevaient pierre et glaise à main nue en se relayant sans cesse pour résister au froid. À 3h30, alors que ses jambes étaient presque dégagées, 8 hommes unirent leurs forces en tirant sur les cordes fixées à Don. C'est à ce moment qu'ils sentirent un premier mouvement. Quelques minutes plus tard, dans un dernier effort coordonné, son corps se libéra enfin de la boue. Après près de 13 heures de calvaire, Don Beetle fut sorti vivant de ce piège. Enveloppé dans des couvertures thermiques et sanglé sur une planche, il fut transporté sur un quad pendant plus de 700 mètres de terrain détrempé jusqu'à l'ambulance qui attendait. À l'hôpital, les médecins confirmèrent une hypothermie sévère, mais miraculeusement, aucune séquelle permanente. Après tout cela, Don reconnut ses erreurs, partir seul, ignorer les signes d'éboulement, accumuler la terre sur les parois. Ce qui l'avait sauvé, c'est que des proches savaient où il était allé et à quelle heure il devait revenir. Sans cela, qui sait combien de temps il serait resté coincé là. Très probablement, il n'aurait pas survécu. Le 5 mai 1997. Le soleil commençait à peine à se lever sur l'Arnold Hollow Cave, mais dès le matin, 4 explorateurs étaient déjà prêts pour une nouvelle descente. Vers 9h, Dell Lancaster, sa sœur Diane, leur ami de longue date, Phyllis Nelson, et le propriétaire de la grotte, John Nelson, pénétrèrent dans l'obscurité, éclairant le chemin grâce à leurs lampes frontales. À l'intérieur, à quelques mètres de l'entrée, un couloir étroit intriguait toujours John. Il était persuadé qu'après ce passage serré, se cachait une immense salle remplie de formations jamais vues. Pour lui, ce jour-là serait celui de la grande découverte. Arrivé au passage critique, le couloir se rétrécissait jusqu'à devenir quasiment un boyau où il fallait ramper. Dell passa la première, suivie par Diane puis Phyllis, chacune se glissant tant bien que mal dans cette étroiture. Resté en retrait, John observait.
En tant que propriétaire, il avait déjà affronté ce passage plusieurs fois, mais c'était toujours un combat à cause de sa carrure. En plus de l'étroitesse, les grottes privées comme celle-ci présentent des risques supplémentaires par rapport aux grottes aménagées pour le public. Dans les sites touristiques, les structures sont renforcées, les chemins balisés et les dangers connus affichés. Tandis que dans les grottes d'eau privées, on peut trouver des passages instables, des blocs fragiles ou des galeries modifiées par l'érosion ou l'eau qui s'infiltre. Et la moindre intervention humaine, même faite avec de bonnes intentions, peut déséquilibrer toute la structure. Il existe des cas documentés aux États-Unis comme dans certaines grottes calcaires en France où de simples modifications ont entraîné des éboulements massifs ou des passages qui se sont resserrés brutalement, piégeant des explorateurs par surprise. L'expérience de John n'éliminait donc pas le danger. Il savait que chaque pas demandait une vigilance extrême, mais aussi que guider le groupe par là était sa seule chance de découvrir ce qui se cachait derrière. Ce jour-là, il avait préparé un plan différent. Il comptait élargir l'accès pour que le passage soit plus simple pour lui. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ce plan allait se retourner contre lui. Et vous allez comprendre pourquoi. Armé d'outils, John commença à frapper sur les pierres instables pour gagner de l'espace. Chaque coup lui donnait l'impression de se rapprocher d'un passage confortable. Mais en une fraction de seconde, tout bascula. Ces coups libérèrent plus de roches qu'il ne l'imaginait. Et une partie du couloir s'effondra brusquement. En quelques secondes, le passage fut obstrué par un amas de débris, bloquant totalement la sortie. De l'autre côté, les trois femmes, qui attendaient encore tranquillement dans une zone plus large, se retrouvèrent prisonnières d'un cauchemar. Leur seule issue venait d'être ensevelie sous des tonnes de pierres. John, resté du côté libre, fixa la barrière avec un désespoir absolu. Il avait maintenant 3 vies entre ses mains. Au moins, il n'était pas coincé et pouvait chercher du secours. Dans la plupart des cas que je raconte ici, les victimes n'ont même pas cette chance. Pendant 1 heure, il tenta en vain de dégager les pierres. Rien ne bougeait. Il devint évident qu'il faudrait du matériel lourd pour rouvrir le passage. C'est alors qu'il comprit qu'il ne pourrait rien faire seul. Même s'il avait l'impression de les abandonner dans l'obscurité, il fonça vers la sortie de la grotte pour alerter les secours. Avant de poursuivre, si l'histoire te tient en haleine jusque-là, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Ça m'encourage à continuer à partager ce genre de récit. Les équipes de secours arrivèrent rapidement. Elles comprirent tout de suite la gravité de la situation et en quelques heures, l'entrée de la grotte fut envahie par des sauveteurs et des techniciens. La première étape fut d'évaluer l'état du passage. Ils étudièrent l'amas de pierres qui bouchait le couloir. Ce qu'ils découvrirent avait de quoi à la fois rassurer et inquiéter. La bonne nouvelle, c'est qu'il restait une petite ouverture qui permettait de communiquer avec les femmes piégées. La mauvaise, c'est que la moindre tentative de dégagement risquait de provoquer un nouvel effondrement, cette fois mortel. De l'autre côté, dans l'obscurité, les 3 femmes vivaient l'épreuve la plus angoissante de leur existence. Elles étaient serrées dans un minuscule espace, à peine de quoi tenir toutes les 3 debout côte à côte. Impossible de s'installer confortablement. Elles n'étaient pas blessées, l'air restait respirable. Mais l'exiguïté rendait chaque minute interminable. Imagine-toi enfermé, coupé du monde, sans savoir si tu sortiras vivant. C'est dans ces moments que je réalise à quel point l'exploration spéléologique est une passion optionnelle, pas une nécessité. Heureusement, elle n'était pas complètement seule, car les sauveteurs s'apprêtaient à prendre une décision cruciale. La décision fut claire. Il ne fallait surtout pas déplacer les débris avant de consolider le couloir. Tenter de déblayer sans soutien solide risquait de déclencher un nouvel éboulement, qui aurait pu écraser les 3 femmes ou rendre tout sauvetage impossible. Par une petite ouverture, les sauveteurs réussirent tout de même à leur faire passer des provisions essentielles. De la nourriture, de l'eau, des vêtements plus chauds et même un petit réchaud de camping furent transmis. Cela permit d'éviter l'hypothermie et de maintenir leur force pour affronter ce qui allait suivre. À mesure que la nouvelle du sauvetage se répandait, une aide inattendue fit son apparition. Des ouvriers d'une mine de silice voisine, informés de la situation, proposèrent leur expertise. La silice est un minéral extrêmement dur qui forme des couches et des roches très résistantes, et eux en manipulaient tous les jours, extrayant et transportant ces blocs sans provoquer d'effondrement. Leur expérience pratique était donc précieuse.
Ils connaissèrent la stabilité des roches, savaient travailler dans des espaces exigus et maîtrisaient l'usage d'outils et de techniques de sécurité pour déplacer des pierres sans provoquer d'accident. Ils rejoignirent les secouristes dans le travail pénible consistant à découper des poutres en bois et à installer des renforts dans le couloir, chaque pièce étant posée avec un soin extrême. Chaque poutre devait à la fois soutenir solidement la structure et laisser un accès au blocage. Le travail était minutieux, lent et éprouvant, mais la sécurité passait avant tout. À ce stade, chaque geste pouvait décider de la vie ou de la mort. L'expérience pratique des mineurs, combinée au savoir-faire des spécialistes, fut essentielle pour bâtir une structure stable et sûre, augmentant ainsi les chances de libérer les 3 femmes sans provoquer un nouvel éboulement. Les heures défilaient pendant que l'opération de sauvetage se poursuivait. À la surface, familles et amis attendaient, suspendus à la moindre nouvelle. Dans la grotte, on travaillait sans relâche, conscient que chaque minute pouvait compter. Avec la tombée du jour, l'équipe se sentit enfin suffisamment confiante pour commencer à retirer les pierres. Le couloir étant consolidé, débuta alors la tâche délicate d'ouvrir le passage. Chaque roche était déplacée avec une prudence extrême, toujours en surveillant les parois. C'était un travail dangereux, épuisant, et plus ils s'approchèrent des femmes, plus ils se rapprochaient aussi du risque d'un nouvel effondrement. Vers 20h30, soit plus de 11 heures après l'écroulement, les secouristes parvinrent enfin à dégager une ouverture. Le couloir était de nouveau libre, offrant une issue aux 3 femmes. Les 3 sortirent de la grotte dans un état étonnamment bon, compte tenu de ce qu'elles venaient de vivre. Même après plus de 11 heures coincées dans un espace si minuscule, elles avaient gardé leur calme et leur force. Dans les jours qui suivirent, des spécialistes analysèrent ce qui avait mal tourné et ce qui avait bien fonctionné. Il apparut clairement que l'effondrement avait été causé par une tentative bien intentionnée, mais extrêmement risquée de modifier le passage. La leçon était limpide. On ne doit jamais altérer la structure d'une grotte lorsqu'il y a des personnes plus en profondeur, car les conséquences peuvent être catastrophiques. Personnellement, je n'entrerai jamais dans une grotte, et encore moins pour tenter de la modifier. L'endroit connu sous le nom de Cool Caves n'est en réalité pas une grotte. C'est une ancienne mine abandonnée située à Martic Township en Pennsylvanie. Contrairement aux cavernes formées naturellement pendant des millions d'années, ce lieu a été creusé par la main de l'homme. Dans la région de Martic Township et autour du ruisseau Pekea, plusieurs petites mines de fer et d'autres minerais ont fonctionné surtout au XIXe siècle. Aujourd'hui, il ne reste que des galeries oubliées, des ruines envahies par la végétation et des histoires qui mélangent exploitation industrielle et mystère. En se promenant là-bas, on peut encore voir des traces des anciennes activités minières, comme des murs en pierre, des rampes ou des entrées obstruées. Le problème, c'est que ces accès n'étaient pas faits pour durer. Beaucoup sont instables, avec des passages étroits, des puits cachés et parfois même de l'air difficile à respirer. C'est pour ça qu'explorer ces mines est devenu une aventure risquée, même pour des gens expérimentés. Le nom Cool Caves est resté comme un surnom local, mais en pratique, ce n'est qu'un autre vestige de mine abandonnée, un endroit qui garde à la fois la mémoire du passé minier et les dangers de s'aventurer là où il ne faudrait pas. Et comme le nom est trompeur, il attire des curieux et des aventuriers persuadés d'entrer dans un système de grottes naturelles. Mais les mines abandonnées cachent des risques très différents. Beaucoup de ces mines anciennes n'avaient pas été construites avec une réelle attention à la sécurité ou à la durabilité. Le 11 juin, 3 jeunes, âgés de 18 à 20 ans, faisaient une randonnée dans la région quand ils ont trouvé l'entrée de ce qu'on appelle Cool Cave. L'ouverture avait de quoi impressionner. Une sorte de trou en forme de serrure au milieu de la colline, où il fallait se faufiler dans un passage très étroit avant de tomber dans le couloir principal de la mine. Cet accès faisait penser à une clé qui s'insère dans une serrure. D'abord, il fallait ramper à l'horizontale dans un petit boyau, puis se laisser glisser vers le bas pour atteindre la partie verticale qui menait à la galerie principale. D'une certaine manière, l'entrée servait déjà d'avertissement. Si tu ne pouvais pas passer par là, tu n'avais aucune chance d'aller plus loin. Mais pour ces 3 amis, jeunes et en bonne forme physique, ça ressemblait plus à une petite aventure marrante qu'à un véritable danger. Et si tu suis cette chaîne depuis un moment, tu sais que ce genre de situation n'est pas si rare. Même si franchement, je ne comprends pas toujours ce qui leur passe par la tête dans ces moments-là. Ils sont passés un par un. Le premier a réussi à franchir le passage étroit sans trop de soucis et s'est retrouvé vite dans le couloir principal. Le deuxième, le plus costaud du groupe, a dû comprimer ses épaules et sa poitrine pour avancer, mais il est aussi passé. Le troisième est entré sans grande difficulté. Une fois dedans, la galerie s'ouvrait un peu plus.
On voyait encore les marques laissées par les outils de mineurs sur les parois et même s'ils devaient marcher légèrement penchés, c'était assez confortable. À ce moment-là, ils avaient l'impression que le pire était déjà derrière eux. Ils se sont mis en file et ont continué à explorer plus profondément la mine abandonnée. Ils ont avancé d'environ 45 mètres à l'intérieur, en suivant les courbes et passages laissés par les mineurs des décennies auparavant, jusqu'à ce qu'ils tombent sur le vrai danger de Cool Cave, un passage où la galerie se rétrécissait brutalement en prenant une forme hexagonale. Ce n'était pas un rétrécissement progressif comme on peut voir dans une grotte naturelle, c'était soudain et ça ressemblait vraiment à une figure géométrique avec 6 côtés formant des angles durs et inconfortables. De l'extérieur, ça paraissait être juste un obstacle de plus. Mais cette forme irrégulière cachait en réalité un piège qu'on ne devinait pas au premier regard. Le premier à traverser a réussi, même s'il a dû se contorsionner et tordre son corps pour s'adapter aux parois du passage. Comme c'était le plus petit des trois, il a fini par atteindre l'autre côté, épuisé mais soulagé. Et il a crié en disant que c'était serré mais faisable. Le deuxième, le plus grand du groupe, est entré plus prudemment. La forme hexagonale comprimait son corps de façon bizarre. Au début, il a quand même progressé un peu, même si c'était très inconfortable. Mais arrivé à la moitié, tout a basculé en cauchemar. Son corps est resté bloqué. Sa poitrine, la partie la plus large, s'est coincée de force entre les parois rocheuses. La forme du passage créait plusieurs points de pression qui l'ont immobilisé complètement. Impossible d'aller plus loin car le tunnel se resserrait encore et impossible de reculer car les parois anguleuses emprisonnaient ses côtes et ses vêtements. De l'autre côté, le premier ami a compris que quelque chose n'allait pas. Il a tenté de revenir pour aider, mais le passage était si étroit qu'il n'y avait pas de place pour 2 personnes en même temps. La situation est devenue encore plus critique quand il a essayé de se rapprocher de la partie hexagonale. Son ami coincé bloquait entièrement le passage. Pas moyen de se positionner pour le tirer, ni de trouver de levier. Le premier ami, maintenant coincé de l'autre côté, ne pouvait qu'essayer de garder son camarade calme pendant qu'il cherchait une solution. Le boyau étroit l'empêchait d'atteindre son ami directement et il n'y avait pas d'espace pour reculer et essayer un autre chemin. Heureusement, le troisième ami était encore dans le couloir principal avant le passage hexagonal et pouvait bouger librement. Conscient que la situation dépassait complètement ce qu'il pouvait gérer seul, il a pris la décision cruciale d'aller chercher de l'aide. Il est reparti en rampant dans la galerie, s'est faufilé à travers l'entrée en forme de serrure et a immédiatement appelé les services de secours. La Pequea Fire Company a répondu, mais ils ont vite compris que ça n'allait pas être un sauvetage simple. Avant de continuer, si tu apprécies la vidéo jusqu'ici, pense à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément à continuer de partager ce genre d'histoires avec. Quand les secours sont arrivés dans la mine et ont bien évalué la situation, ils se sont rendus compte que ce fameux couloir hexagonal posait des problèmes assez inhabituels qu'on ne rencontre presque jamais dans des sauvetages souterrains classiques. L'équipe a dû franchir l'entrée en forme de trou de serrure en faisant passer tout le matériel à travers les 3 passages avant d'atteindre le tunnel. Une fois dedans, il leur fallait ramper sur environ 50 mètres pour rejoindre les jeunes coincés, le tout dans un espace incroyablement réduit. Après avoir observé les possibilités, ils ont choisi une solution un peu surprenante. Ils ont apporté de l'eau et du savon afin de lubrifier le torse du garçon coincé. L'idée était simple, réduire le frottement entre son corps et les parois de la roche pour qu'il puisse légèrement se comprimer et reculer petit à petit, à travers l'étranglement. Pendant 2 heures entières, l'opération a continué. Le jeune est resté coincé tout ce temps dans ce passage infernal, tandis que des dizaines de secouristes s'échinaient à le libérer. Et le pire, c'est que son ami, bloqué de l'autre côté, ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre et lui parler pour garder un peu de courage. Finalement, après ce qui leur a semblé une éternité, la technique du savon et de l'eau a commencé à porter ses fruits. Centimètre par centimètre, le garçon a fini par glisser hors du piège. Quand ils sont ressortis de Cool Cave, après avoir passé près de 2 heures dans ce qui ressemblait à un véritable enfer souterrain, le deuxième ami a immédiatement reçu des soins pour des blessures légères, des éraflures et des bleus laissés par les parois rocheuses et par le sauvetage lui-même. Ce n'est que plus tard qu'ils ont appris que ce passage n'avait jamais été conçu pour laisser passer des gens. Le couloir hexagonal servait à l'origine au transport de matériel, probablement grâce à des poulies ou des courroies mécaniques. Leur chance, cette fois, c'est d'avoir réussi à s'en sortir vivant. L'explorateur dont je parlais s'appelait Sam Mayer, il avait 24 ans.
Ce jour-là, il s'était arrêté devant ce qui semblait être une formation rocheuse comme une autre, près de Hidden Falls, dans le parc national de Yosemite. Cette région est connue pour ses paysages spectaculaires. La vallée de Yosemite s'est formée il y a environ 1 million d'années, lorsque d'immenses glaciers ont glissé depuis les montagnes, creusant des vallées en forme de U qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Fait intéressant, presque tout le parc est classé zone sauvage, un refuge pour plus de 400 espèces d'animaux et de plantes. Sam se trouvait au milieu de blocs de granit énormes, polis par le temps, qui formaient une sorte d'ouverture naturelle vers les profondeurs. Ce qu'il ignorait, c'est que ce trou apparemment inoffensif cachait en réalité un piège mortel. Et pourtant, Sam n'était pas un amateur du dimanche. Il avait déjà des années d'expérience dans l'escalade en Californie, connaissait les terrains accidentés et comprenait bien les dangers liés à ce genre d'aventure. Mais cet après-midi chaud de juillet, une simple erreur allait tout changer. Une erreur bête, presque inimaginable pour quelqu'un d'aussi expérimenté. Et tu vas vite comprendre pourquoi. L'ouverture entre les rochers semblait l'appeler, comme si elle l'invitait à s'approcher. Vue d'en haut, elle n'avait pas l'air très profonde, peut-être 6 à 9 mètres tout au plus. Sam avait pris une corde et le matériel de base pour descendre. Il avait aussi l'expérience. Mais il avait oublié un détail crucial. Il n'avait rien prévu pour remonter. Pas de nœud d'ascension, pas de plan B et surtout pas de bloqueur mécanique, ce qu'on appelle ici un bloqueur jumard. Pour ceux qui ne connaissent pas, un bloqueur est un petit appareil qui s'accroche à la corde et qui permet de grimper sans redescendre à chaque mouvement. C'est une sorte de griffe qui se verrouille automatiquement, rendant la remontée stable et beaucoup plus sûre, même dans des passages verticaux étroits où il est impossible de s'appuyer sur les mains ou les pieds. Tous les alpinistes expérimentés en ont un parce qu'ils peuvent littéralement sauver une vie. Sans ce matériel, remonter une fente comme celle-là, c'est un peu comme essayer de grimper un câble lisse suspendu dans le vide. Chaque mouvement devient épuisant, dangereux et la moindre erreur peut être fatale. C'est précisément ce manque d'équipement qui allait transformer l'aventure de Sam en une situation désespérée. Il attacha la corde à un gros rocher et commença la descente. Les 15 premiers mètres se passèrent sans souci, juste de la pierre et un peu d'ombre. Mais plus il descendait, plus l'espace se resserrait et la lumière du dessus disparaissait. Ce qui ressemblait à une petite cavité se révélait être bien plus profond que prévu. Arrivé à environ 20 mètres, il pensa un instant à s'arrêter. Il pouvait déjà sentir que le trou descendait bien plus bas qu'il l'avait cru. Mais sa curiosité et sa confiance prirent le dessus. Il continue à descendre dans l'obscurité. À 30 mètres de profondeur, la fissure était si étroite qu'il pouvait toucher les deux parois à la fois. Malgré ça, il était convaincu d'être presque au fond. Pourtant, à 38 mètres, au lieu de toucher le sol, il tomba directement dans une eau glaciale, probablement emprisonné là depuis des décennies. Le choc fut brutal, comme plonger dans un bain de glace, une douleur instantanée qui traverse tout le corps. Si tu as déjà mis la main dans un ruisseau de montagne en plein hiver, tu sais exactement cette sensation. C'est à ce moment-là que l'erreur de Sam commença à lui coûter cher. Il était maintenant coincé, suspendu, juste au-dessus de l'eau glacée, sans aucun espace pour bouger sans risquer d'y retomber. Chaque tentative pour se stabiliser ne faisait que l'éclabousser un peu plus. C'est à ce moment-là que la réalité s'est imposée. Il se trouvait à près de 40 mètres, sous la surface, entouré de parois de granit, lisses, suspendues au-dessus d'une eau gelée, sans aucune issue. La corde disparaissait dans un trou sombre tout en haut, hors de portée sans l'équipement approprié. L'eau devait être autour de 5 degrés, peut-être même un peu moins. Être piégé au fond d'une crevasse comme celle-là, sans moyen de se sécher ou de se réchauffer, représentait un danger immédiat d'hypothermie. L'hypothermie se produit quand le corps perd sa chaleur plus vite qu'il ne peut en produire, faisant chuter la température interne à un niveau critique. Au début, le corps réagit en tremblant de manière incontrôlable, les muscles se contractant pour créer de la chaleur. Mais cette réaction épuise très vite les réserves d'énergie. Puis, quand la température continue de baisser, les tremblements cessent. Pas parce que la personne s'est réchauffée, mais parce que son corps n'a tout simplement plus la force de lutter. Sam tente tout ce qu'il pouvait. Il essaya de remonter à la corde uniquement avec ses mains, mais ses bras lâchaient au bout de quelques secondes et il retombait dans l'eau glacée. Il tenta de s'appuyer sur les parois pour se propulser, mais le granit était trop lisse, sans la moindre prise. Chaque glissade le renvoyait brutalement dans la flaque gelée.
Il tente même la technique dite de la cheminée, en se coinçant entre les deux parois pour grimper centimètre par centimètre, mais les parois humides le faisaient glisser à chaque mouvement. Pendant les premières minutes, il réussit encore à se maintenir hors de l'eau. Mais au fur et à mesure que ses forces diminuaient et que ses mains devenaient glissantes et insensibles, il se retrouvait de plus en plus longtemps dans cette eau glaciale. La chaleur de son corps s'échappait vite, aspirée par la roche froide et par l'eau. Ce qui avait commencé comme une simple exploration était maintenant une véritable course contre le temps. Et malheureusement, le temps gagnait du terrain. Au début, Sam devait sentir ce froid tranchant qui pénètre jusqu'aux os, tremblant sans arrêt. Son corps essayait encore de produire de la chaleur, mais trembler dans une eau à quelques degrés tout en luttant pour ne pas couler, c'était une dépense d'énergie insoutenable. Peu à peu, son esprit se troubla, ses mouvements devinrent imprécis et les gestes les plus simples devinrent impossibles. Même s'il avait voulu improviser des nœuds pour remonter à la corde, ses doigts raides et engourdis n'auraient jamais pu en faire un seul. Le plus tragique, c'est que son absence ne suscita pas immédiatement d'inquiétude. Ceux qui explorent seuls disparaissent souvent plusieurs jours sans prévenir, et la vastitude de Yosemite fait disparaître bien des gens. Ce n'est que lorsque ses amis réalisèrent qu'il ne donnait vraiment plus signe de vie que les gardes du parc commencèrent à fouiller la zone. Mais pour retrouver Sam, il fallait que quelqu'un remarque exactement la même faille qui avait éveillé sa curiosité. De la surface, rien n'indiquait ce qui se passait en dessous. Aucun cri ne remontait, aucune trace de lutte. Après plusieurs jours de recherche, les gardes finirent par localiser la formation rocheuse. Ils avaient presque manqué la fente étroite entre les blocs, mais l'un d'eux remarqua la corde encore accrochée tout en haut. En éclairant le gouffre d'une trentaine de mètres avec de puissantes lampes, ils aperçurent, tout au fond, quelque chose qui flottait dans l'eau sombre. Un sauveteur spécialisé descendit aussitôt dans l'étroit passage, cette fois équipé de tout le matériel nécessaire pour remonter. Reprenant le même chemin mortel que Sam avait emprunté, il atteignit le fond et découvrit le corps flottant dans l'eau glacée, confirmant ainsi le pire. Sortir le corps de là fut un travail long et difficile. L'équipe dut installer plusieurs points d'ancrage sur les blocs de granit et utiliser des poulies et des treuils pour remonter lentement le sauveteur et la dépouille à travers l'ouverture. Toute l'opération prit des heures, ce qui avait pris à Sam seulement quelques minutes pour descendre nécessita un effort immense de toute une équipe pour remonter. Et le plus triste, c'est que cela prouvait à quel point il lui aurait été impossible de s'en sortir seul. Sam mourut à moins de 50 mètres des sentiers où des touristes passaient chaque jour, admirant la beauté du parc. Au-dessus de lui, des familles prenaient des photos et des enfants jouaient, sans savoir ce qui se trouvait juste sous leurs pieds. Le 4 janvier 2024, dans l'après-midi, 2 plongeurs sont arrivés près d'un réservoir où ils prévoyaient leur plongée. Il s'agissait de Christophe, 46 ans, et de Frédéric, 59 ans. Tous deux avaient une expérience solide en plongée qu'ils pratiquaient depuis des années. Mais si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que plus on est expérimenté, plus le risque que quelque chose se produise augmente. Ça peut sembler paradoxal, mais souvent, c'est la confiance élevée qui pousse à ignorer les dangers. Le lieu où il se trouvait est le réservoir de Platte-Taille, dans le sud de la Belgique. Ce lac artificiel fait près de 4 km² et est considéré comme le plus grand de Belgique. Il est entouré d'une forêt dense et relié à 4 autres petits réservoirs. Au centre se trouve un barrage impressionnant construit il y a presque 3 siècles et long d'environ 800 mètres. Cette structure en béton soutient une centrale hydroélectrique de pompage. Les conditions ce jour-là n'étaient pas idéales pour la plongée. L'eau était trouble à cause des pluies récentes et le soleil ne se montrait pas. C'est un de ces signes dont je parlais plus tôt. Si quelqu'un avait eu moins confiance en lui, il aurait compris que c'était un avertissement clair pour rester sur la rive. Mais en regardant le réservoir, tout semblait calme malgré le ciel gris. Le vrai danger, lui, se cachait sous la surface. Au fond du lac se trouve un réseau de tunnels de captation qui descendent jusqu'à 70 mètres pour acheminer l'eau vers les turbines. Ces tunnels sont comme des artères invisibles, aspirant des millions de litres avec une force capable d'emporter tout ce qui s'en approche trop.
Quand le système est en marche, le bruit grave des turbines résonne dans le lac, un avertissement lointain mais constant que quelque chose de puissant bouge sous l'eau. Tous les plongeurs de la région connaissent la règle, ne jamais s'approcher de la zone de captation quand les turbines fonctionnent. Même à la surface, la force de succion peut être dévastatrice. Pour cette raison, les plongées se font généralement uniquement dans des zones contrôlées et surveillées par les clubs locaux. À 17 h, ils ont commencé leur descente dans le lac. Les deux utilisaient des véhicules de propulsion, un peu comme des mini-submersibles qui les emmènent là où ils veulent aller. L'eau était froide et dense. Ils distinguaient à peine leur direction, mais leur confiance les poussait à continuer le plan prévu. Pendant un moment, tout semblait sous contrôle, jusqu'à ce qu'ils fassent un petit écart et sortent de leur trajectoire. On ne sait pas exactement pourquoi. Le bruit des propulseurs, la faible visibilité, ou peut-être un geste imprudent qui les a menés vers la zone la plus dangereuse. Ils ignoraient que ce petit détail allait tout changer. Ils avaient franchi la limite invisible, séparant la zone sûre de la zone de captation des turbines. Sous l'eau, le danger ne montre aucun signe clair. L'eau paraît calme, inoffensive, mais une seule mauvaise direction et tout bascule, d'abord légèrement, puis de manière terriblement violente. C'est exactement ce qui s'est passé. En un instant, le courant les a emportés. Puis, ils ont perdu tout contrôle. La force du flux était écrasante. Les deux plongeurs ont été aspirés vers le tunnel de succion, un passage conçu pour déplacer d'énormes volumes d'eau. Quand ils ont compris ce qui arrivait, il était déjà trop tard. Ils étaient tapés par une différence de pression, un phénomène appelé delta P. C'est un ennemi invisible, responsable de nombreux accidents dans la plongée industrielle. Il apparaît quand deux masses d'eau sont séparées par une barrière comme un tunnel. Entre elles, la pression peut être si extrême qu'aucune résistance n'est possible. Le plus sournois, c'est qu'à la surface, aucun signe de danger n'existe. Pas de tourbillon, pas de vagues. L'eau paraît calme. Mais en dessous, une force silencieuse peut aspirer instantanément tout ce qui passe à proximité. Un plongeur, un bateau, n'importe quoi. Les heures qui ont suivi ont été silencieuses et longues. Quand Frédéric n'est pas revenu, son fils a commencé à s'inquiéter. L'heure à laquelle la plongée aurait dû se terminer était largement dépassée et aucun des deux n'avait donné signe de vie. Il est allé jusqu'au réservoir et a trouvé la voiture des plongeurs exactement là où elle était des heures plus tôt. La nuit est tombée et le lac s'est enveloppé d'un épais brouillard. Et pour aggraver les choses, aucun signe d'eux. Au début, il y avait peut-être encore un mince espoir qu'ils aient simplement perdu la notion du temps. Mais au fil des minutes qui devenèrent des heures, la réalité s'est imposée. Quelque chose n'allait vraiment pas. Les secours ont été alertés et une opération de recherche a commencé dès les premières heures de l'aube. Le lendemain matin, les recherches ont pris une ampleur encore plus grande. 10 plongeurs professionnels ont été mobilisés pour scruter le réservoir avec des équipements sonars et un hélicoptère équipé d'une caméra thermique, survolant la zone pour tenter de détecter le moindre mouvement sous la surface. Mais la météo compliquait les choses. Les fortes pluies des jours précédents avaient chamboulé le fond du lac, rendant la visibilité quasiment nulle par endroits. La surface bouillonnait déjà de courants puissants, et en profondeur, le danger était encore plus grand. Même les plongeurs de secours, pourtant hautement entraînés, ont eu du mal à garder le contrôle. Beaucoup ont raconté avoir senti la force de l'eau tenter de les entraîner vers le bas, en direction du barrage. Cela montrait clairement que si Christophe et Frédéric avaient vraiment franchi les limites sécurisées, les chances de les retrouver vivants étaient presque nulles. La nuit du 5 janvier, plus de 24 heures après leur disparition, les premiers signes concrets sont apparus. Du matériel flottait et était dispersé autour de la zone du barrage. Gilets, bouteilles d'oxygène et morceaux endommagés des véhicules de propulsion. Rien de tout cela n'aurait dû se détacher. Le fait que tout soit brisé et dispersé indiquait que quelque chose de violent s'était produit sous l'eau. Les équipes ont alors concentré leurs recherches près des turbines du barrage, l'endroit le plus dangereux du lac. Si les plongeurs avaient été emportés par le courant, c'est là que leur parcours se terminerait. Et en début d'après-midi, le 6 janvier vers 12 h 30, le pire a été confirmé. Un corps a été retrouvé près de la base du barrage dans un état tel qu'il n'a pas pu être identifié immédiatement. Peu après, un second corps a été localisé presque 2 km plus loin, échoué sur les rives de la rivière qui reprenait son cours. Autour, les restes des équipements brisés, le mini-submersible utilisé
les bouteilles, les hélices. La force qui avait tout détruit ne laissait aucun doute sur ce qui s'était passé. Les autopsies ont confirmé l'inévitable. Christophe et Frédéric avaient été emportés par les courants aux entrées des turbines, détruisant leur équipement et rendant toute fuite impossible. Au réservoir de plate taille, 2 des 3 turbines étaient en fonctionnement au moment de la plongée. Cela a créé un champ de succion extrêmement puissant, invisible mais mortel. Quand les 2 plongeurs se sont approchés trop près, ils ont été happés par ce différentiel de pression et entraînés avec une force impossible à contenir. Leurs véhicules de propulsion n'ont servi à rien et les bouteilles ont été broyées contre le système interne du barrage. On ne sait pas s'ils étaient conscients que les turbines tournaient ou s'ils ont sous-estimé la distance de sécurité. Mais peu importe, une seule erreur de calcul a suffi pour franchir une ligne dont personne ne revient. Les plongeurs ayant participé aux recherches ont raconté que même dans des zones contrôlées, ils ont senti la puissance du courant, un rappel constant que le lac cache des forces invisibles et indomptables. Malheureusement, l'histoire de Christophe et Frédéric n'est pas la première de ce genre, et probablement pas la dernière. Le delta P reste l'une des causes les plus redoutées et mortelles dans le monde de la plongée. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous aimerez probablement celle qui s'affiche à l'écran juste à côté. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo.